Bonjour, vous êtes à l'écoute de la balado-diffusion de Ça marche doc. Mon nom est Clémence Mercil et je suis la nouvelle chargée de projet de Ça marche doc. Ça marche doc est un organisme dont la mission est de favoriser la santé globale, les saines habitudes de vie et la réduction des coûts en santé par l'incitation au verdissement urbain, au transport collectif et actif et à la lutte au changement climatique. Depuis 2016, nous organisons des marches de groupe réunissant souvent près de 100 personnes et accueillant des invités, que ceux-ci soient des médecins, des urbanistes, des politiciens ou autres. Malheureusement, en raison de la COVID-19, ces marches de groupe ont dû être mises sur la glace. Nous avons donc décidé de développer un nouveau concept de marche en temps de pandémie. Celui-ci vous invite à aller marcher à l'endroit de votre choix, seul ou avec votre cellule familiale. Puis, vous pouvez aller remplir le formulaire sur samarchedoc.org pour courir la chance de gagner l'un de nos prix de présence hebdomadaire ou Grand Prix de fin de saison. Ce nouveau concept vous propose aussi une balado-diffusion à chaque semaine dans laquelle nous aborderons différents sujets liés à la santé, à l'activité physique et à l'aménagement du territoire. Cette semaine, en plus de 2 courtes chroniques faites par Isabelle Vaillancourt, directrice générale de Ça marche doc, et moi-même, nous vous présentons une discussion sur les classes extérieures entre Dr Andréane Dussault, médecin de famille au Centre médical de Nakona, et Catherine Lapointe, professeure au primaire à l'école du Campanile. Évidemment, il y a un impact positif sur la santé physique des enfants parce que c'est un enseignement actif. Donc, prendre de l'air frais, vivre la nordicité aussi, ça c'est important, sortir même l'hiver. Donc, bouger plus longtemps, plus librement, ben là, on vient diminuer les effets de la sédentarité, le déficit nature aussi. C'est important de parler de ça. Ça a été prouvé que les enfants vivent un déficit nature. Donc, quand on sort de façon régulière, ben, on vient diminuer cet effet-là. Ben, il y a la santé psychologique aussi des enfants. Donc, c'est prouvé que les enfants vont se détendre parce qu'ils se sentent plus libres dans la nature. Tous les bruits, toute l'ambiance de la nature autour de nous, ça va avoir un effet positif. Les enfants vont aussi être en action, ils vont se sentir utiles, ils vont développer de la curiosité. Donc, il y a une réduction du stress. Et moi, je dirais même dans le contexte actuel, pour les enfants, d'être en nature, c'est un milieu qui est stable. Donc, c'est un milieu qui est prévisible. Puis ça, c'est un élément qui est non négligeable, je pense, de la classe extérieure. Il y a aussi la santé sociale. Quand on sort en dehors des murs de l'école, on va rencontrer la communauté, donc on va créer des liens avec eux. Les enfants aussi vont coopérer davantage entre eux. On va travailler tout l'aspect citoyen, responsable, engagé. Donc, ça fait partie de la santé globale des enfants. Puis, il y a aussi la santé, je dirais, environnementale, dans le sens que la nature, ça améliore la capacité d'attention, ça génère des comportements aussi responsables chez les enfants, autant les valeurs, les comportements, les connexions. Puis, il y a un aspect aussi que j'aime beaucoup. Souvent, quand on parle de santé globale, on parle beaucoup de physique, psychologique, mais il y a aussi la santé intellectuelle. Donc, des apprentissages en classe extérieure, c'est des apprentissages qui sont plus ancrés et signifiants parce qu'ils sont plus authentiques aussi. Donc, l'engagement et l'attention est accru quand on fait de la classe extérieure. Donc, je trouve que les enfants sont beaucoup plus ouverts. Ça améliore aussi la pensée critique, la capacité de résoudre des problèmes authentiques. Donc, ça vient toucher beaucoup de sphères de la santé des enfants. Donc, il y a des impacts majeurs sur les enfants, impacts positifs, évidemment. Oui, puis pour faire un petit peu, je vais faire du pouce sur ce que tu dis, Catherine, effectivement, parce que d'un point de vue médical, bien, on en parle tellement des enfants qui ont un TDAH, puis on se questionne même parfois sur à quel point est-ce qu'on surdiagnostique les enfants qui ont des problématiques d'anxiété, de problématiques de TDAH, même parfois des troubles de comportement. Donc, je pense que les impacts, en fait, sur la santé, moi, j'aime beaucoup explorer les causes environnementales de ces maladies-là qu'on observe en pédopsychiatrie. Puis, ce que je trouve important de mentionner, c'est que, bien, si on amène à revoir le cadre scolaire puis à intégrer davantage, oui, la nature dans notre environnement, d'être en contact immédiat avec notre environnement, bien, est-ce qu'on peut atténuer, voire même réduire de façon significative des symptômes qu'on peut observer dans un cadre scolaire plus traditionnel?
puis on observe que dans la nature, il y a un effet restaurateur sur les capacités d'attention, de concentration. On observe aussi qu'il y a, dans le fond, une capacité aussi à mieux réguler les émotions, à être en mesure d'être plus apaisé. Donc, ça, c'est des impacts qui sont directs puis qui sont autant bénéfiques chez les enfants, chez les adolescents et même chez les adultes aussi. Donc, d'intégrer ces notions-là puis de se dire, ben, regarde, est-ce que pour un enfant, il peut y avoir un effet sur peut-être même son plan de traitement parce qu'on le sait que d'être en milieu vert, en contact avec notre environnement immédiat, bien, ça peut avoir un impact même majeur là, par rapport au plan de traitement aussi qu'on peut avoir là, pour les enfants. Donc, si on réduit, par exemple, une dose de psychostimulants, puis que l'enfant, lui, quand il va dans une classe extérieure, non, il n'en a pas besoin pour cette période-là, bien, ça peut avoir un impact aussi en ce sens-là. Puis pour les enfants, par exemple, qui ont, je pense à mes patients qui ont des syndromes de Gilles-Latourette, troubles du spectre de l'autisme, des fois d'aller à l'extérieur, pour ceux qui ont des tics, ça peut être libérateur, ça peut être aussi une forme d'apaisement, de ne plus se retrouver dans un milieu traditionnel aussi, là, où on a un cadre très, très précis, oui, prévisible, mais comme tu dis, je pense que le cadre environnemental d'être à l'extérieur, bien, il doit aussi être prévisible, puis être organisé, puis être structuré. Puis ça, bien, c'est apaisant, puis les enfants vont se sentir vraiment libres d'explorer, de développer, dans le fond, leurs agilités motrices, la coordination, l'équilibre, toutes des compétences qu'on veut que les enfants intègrent pour maintenir à long terme de saines habitudes de vie, puis d'intégrer dans leur quotidien l'activité physique. Donc, l'activité physique à l'école, c'est le fun que ce soit intégré là, avec la classe parce que, bon, on augmente aussi le nombre de minutes dans une journée où les enfants vont être actifs, puis ça va lutter aussi contre la sédentarité et même l'obésité qui est un enjeu de santé publique majeur en ce moment. Donc, c'est des impacts autant, oui, de santé physique, de santé psychologique, puis toutes les relations sociales aussi, je pense, là, au sein même des élèves d'une classe, le lien que les enfants vont avoir avec leurs professeurs. Je pense que c'est quelque chose on parle beaucoup de motivation scolaire puis de persévérance scolaire, mais je pense que si on est en mesure de favoriser un cadre qui va, oui, augmenter les performances académiques, rendre peut-être les apprentissages plus ludiques, plus intéressants, aussi pour des enfants qui, dans un milieu plus traditionnel, ont de la difficulté à soutenir leur attention ou à être motivés par les apprentissages, bien, ça va avoir un impact aussi sur la réussite académique. Donc, c'est vraiment des éléments qui vont chercher toutes les sphères de la vie de l'enfant. Puis moi, bien, comme médecin de famille qui œuvre auprès des enfants avec certaines vulnérabilités au niveau de leur santé mentale, bien, je vois juste que des bienfaits. Puis je me dis, si ça peut être une initiative qui en crée des nouvelles et qui en crée d'autres, bien, ça aura fait des petits, puis c'est tant mieux. Oui, tout à fait. Je suis d'accord pour rebondir sur ce que tu disais, Andréane. Là, tu parlais d'autorégulation et ça, je le vois en classe extérieure, là, autant pour les émotions que la gestion de l'impulsivité, pour parfois des moments qui peuvent paraître anodins, du genre, on prend un bâton de bois puis on joue au chevalier avec nos pseudo-épées, là. Mais tout ça, je pense que ça s'apprend en leur laissant ces moments-là où ils peuvent apprendre justement à gérer leur impulsivité. Puis il y a d'autres moments où on peut sentir que l'enfant est hyper valorisé parce qu'il va développer des choses ou il va nous montrer des choses qu'il ne pouvait pas nous montrer dans la classe physique, là, entre quatre murs, mais dans la classe extérieure, il va développer d'autres aspects de sa personnalité, puis il va apporter quelque chose au groupe. Puis c'est là qu'on peut rebondir sur ces moments-là, puis les valoriser. Oui, puis ça développe, j'imagine, aussi la créativité, parce qu'on le sait que le jeu libre, en général, c'est les enfants, va susciter ça, des solutions créatives, aider à la résolution de problèmes. Donc, j'imagine que dans un environnement extérieur, c'est un petit peu le même principe. On va les amener justement à faire preuve de créativité. Puis, la situation, le contexte dans lequel vous vous retrouvez, bien, veut pas, invite aussi à faire preuve de créativité, à s'adapter à l'environnement. Donc, c'est que bénéfique, j'imagine, sur cet aspect-là. Oui, la créativité, c'est un des aspects qui ressort beaucoup de la classe extérieure. La curiosité aussi, la coopération, l'identité. Quand je disais qu'on apprend à connaître les élèves, bien, il y a aussi tout l'aspect de l'appartenance au groupe. Puis les élèves développent énormément de confiance quand on leur permet de grimper dans un arbre, en travaillant un peu la co-gestion des risques, en travaillant l'autorégulation, en justement s'encourageant. Est-ce que tu penses que tu es rendu à la limite ou tu penses que tu pourrais remonter? Donc, il y a tout un langage aussi qu'il faut retravailler comme éducateur ou comme enseignant pour y aller de façon positive pour que l'enfant
puisse développer son propre raisonnement par rapport à ses actions. Quand on parle de littératie physique, dans le fond, c'est un concept qui vise à éduquer par rapport à l'activité physique, puis comment on peut l'amener dans le quotidien pour que l'enfant, une fois devenu adulte, puisse garder cette habitude de vie-là dans son mode de vie pour sa santé. Puis, on le sait que, tu sais, quand on développe des compétences de spécialisation trop jeunes dans l'enfance, ben c'est pas nécessairement bénéfique. Mais quand on va y aller par des activités diversifiées qui vont permettre, dans le fond, de développer des compétences de base comme de grimper, de développer son sens d'équilibre, la coordination, d'attraper, de lancer des choses. Donc, tout le développement de ces activités-là, dans le fond, qui se font de façon motrice, ben ça va avoir un impact sur le développement de l'enfant, sur ses capacités d'apprentissage aussi. Puis souvent, ben ça va augmenter le sentiment de compétence. Si je pense, par exemple, à un enfant qui, en classe extérieure, peut grimper, courir, sauter, ben c'est certain que lui va se sentir valorisé, va être en mesure, dans le fond, d'intégrer ça. Puis, c'est certain que ça peut amener, dans le fond, un enfant à bouger davantage, à être plus disponible par la suite pour les apprentissages aussi. Donc, moi, de ce côté-là, je pense qu'il peut y avoir un impact là, probablement à long terme parce qu'on l'incite à bouger. Puis on le sait que chez les enfants, ben en fait, on ne devrait pas les sédentariser comme on le voit actuellement dans nos écoles où ils sont assis plusieurs heures par jour à ne pas bouger. C'est contre-intuitif, c'est contre le développement même de l'enfant. Donc, je pense que d'intégrer ça, ben on va au contraire, on va lutter contre la sédentarité puis on va les inviter à se mobiliser davantage. Fait que je pense que oui, ça fait du sens que ce serait vraiment une possibilité d'instaurer des bonnes études de vie à long terme. Là. Je pense que de mon point de vue, là, ça ferait du sens. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir sous la main une étude qui m'a été transmise par Julie Moffett de la Fondation Monique Fitchback. Puis, ça a été prouvé qu'il y a une connexion nature-apprentissage, donc qui va développer vraiment des bonnes habitudes qui se maintiennent dans le temps. Donc, tous les enseignements implicites, tous les enseignements aussi explicites vont s'ancrer chez l'enfant, puis ça va perdurer dans le temps. Il y a un papa, justement, de ma classe qui me confiait récemment que sa fille qui sortait jamais à l'extérieur, là, s'était mis à y aller d'elle-même, là, de sa propre initiative pour juste écouter le chant des oiseaux parce que c'est quelque chose qu'on avait travaillé en classe extérieure. Donc, elle essayait de repérer une petite mésange ou de voir un jet bleu. Donc, je pense que ça crée même un besoin si déjà, dès la tendre enfance ou même à l'âge primaire, on essaie de sortir de façon très fréquente à l'extérieur et de développer une philosophie d'enseignement aussi. Les enfants ça va créer un genre de besoin, ils vont le demander de sortir. Moi, je le vois là depuis les 4 dernières années. Je l'ai intégré dans ma routine. On a une petite étiquette sur notre menu du jour. Puis les enfants, est-ce qu'on sort en classe extérieure aujourd'hui, Madame Catherine? Donc, c'est eux qui vont me le demander. Donc, pour moi, c'est une donnée probante que mes élèves me demandent de sortir. Là. Ben oui, puis on le sait que les enfants aiment jouer dehors aussi. Puis je me dis si en plus, ben, ça peut peut-être inciter ou créer davantage le fait que les parents vont être amenés par leurs enfants à aller dehors eux-mêmes aussi. Je me dis, ben tant mieux, on va favoriser le lien parent-enfant, on va même augmenter peut-être le niveau d'activité physique chez les parents aussi. Donc, tu sais, c'est tous des apprentissages indirects qui vont découler d'une approche réinventée, repensée de l'école aussi, là. De mon côté, je pense que ce qui est vraiment clair, c'est que si on est dans un environnement très, 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 très urbain où il y a peu de verdure, bien, ça peut être probablement un défi à créer ce genre d'initiative-là. Donc, si on est dans un aménagement extérieur où on a un boisé, on a des arbres, on a un contexte qui favorise à aller à l'extérieur puis qui donne envie aussi aux professeurs et aux élèves de se retrouver dans ce milieu-là, bien, ça va amener justement plus d'initiatives comme ça. Puis, je pense, moi, de mon point de vue, en fait, l'impact que je peux voir là, directement, c'est au niveau des performances scolaires, c'est au niveau du fait d'aménager nos écoles pour dans le fond, amener un verdissement, contrer les îlots de chaleur, par exemple. Tu sais, si on veut faire des classes extérieures, bien, c'est sûr que de faire ça au soleil tapant, ça va être difficile. Les élèves vont être fatigués, vont être épuisés. Donc, il faut quand même repenser parfois certaines écoles en milieu urbain pour se dire, bien, regarde comment on pourrait peut-être réaménager pour favoriser ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut inclure là, dans nos plans d'aménagement. Puis ça n'a pas nécessairement besoin d'être compliqué, mais de mon point de vue, en tout cas, vraiment, pour ce qui est des enfants qui ont un TDAH ou qui ont d'autres problématiques d'apprentissage ou de concentration, bien, je pense que plus on va verdir, mieux ça va être bénéfique pour la santé environnementale de nos enfants, mais des milieux aussi autour des milieux scolaires. Là, donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
Oui, je suis tout à fait d'accord pour le verdissement parce qu'il faut comprendre qu'il y a différents endroits où on peut faire la classe extérieure. Donc, ça peut être simplement dans notre cours d'école, c'est direct, mais c'est un petit peu plus balisé et hermétique. Sinon, il y a autour de l'école, donc les rues, les boisés, les parcs. En fait, on n'a pas besoin d'attendre des infrastructures très coûteuses pour pouvoir sortir. Il suffit d'un dehors, puis tout le monde a un dehors. Donc, ça prend juste une volonté là, d'offrir un enseignement de qualité quand on connaît les bénéfices réels sur la santé puis la réussite éducative. Donc, oui, les aménagements vont influencer les classes extérieures, vont influencer les interactions sociales, la durée, la fréquence, la qualité de l'enseignement. On parlait aussi du déficit nature. Donc, plus on va avoir d'endroits verts, d'écosystèmes complets, variés, plus ça va être riche pour l'enseignement. Puis par rapport au déficit nature, ben nous, en fait, du point de vue médical, souvent, on va avoir un peu le même principe qui est la dose de verdure, notre dose verte quotidienne, dans le fond. Puis, en fait, plus on regarde, dans le fond, il y a une étude qui a été faite à Munich par rapport aux troubles comportementaux chez les enfants et le lien avec les aménagements, l'espace à proximité, les parcs et tout ça. Puis on se rend compte qu'en fait, pour ce qui est de la proximité, plus, dans le fond, un parc va être proche du domicile ou de l'environnement où l'enfant va évoluer, bien, c'est corrélé avec moins de problématiques de comportement. Puis c'était même relié avec un espace de 500 mètres. Donc, si on a un parc à proximité, il y a vraiment un impact direct sur les troubles de comportement chez les enfants, les adolescents. Fait que c'est des impacts qui sont quand même importants. On se dit, bien, oui, ça peut amener, dans le fond, une manière différente de voir notre plan de traitement puis notre approche thérapeutique avec des enfants qui ont des difficultés de comportement. Donc, ça, c'est des impacts quand même très, très majeurs et significatifs pour permettre des apprentissages scolaires, le développement des habiletés sociales aussi dans un milieu scolaire. Donc, c'est toutes des études qui orientent aussi vers ce genre d'impact positif-là là, chez les enfants. Oui, c'est un argument de plus pour le verdissement. Nos deux spécialistes ont aussi eu la gentillesse de nous laisser avec quelques petits conseils. Je pense qu'un dernier conseil au message, là, moi, je dirais là, de faire confiance à nos profs qui enseignent à nos élèves, puis à faire confiance aux initiatives locales, puis à valoriser toutes ces démarches-là d'aller vers des classes extérieures, d'augmenter, en fait, le verdissement, que ce soit dans les écoles ou sur les terrains au niveau des écoles. Puis je dirais même aux parents de peut-être même s'impliquer, puis de peut-être démontrer leur intérêt à ce que leur école puisse amener ce genre de modification-là du cadre scolaire. Je pense que, tu sais, c'est des initiatives qui peuvent être locales, parfois isolées, mais je pense qu'en parlant, puis en montrant que ça existe, en montrant les bienfaits, puis plus on va vraiment encadrer puis rassurer aussi les parents parfois qui peuvent être inquiets par rapport à ce type d'approche-là, bien, ça va créer, dans le fond, des circonstances favorables pour qu'on puisse voir davantage de classes extérieures dans nos écoles. Puis moi, de mon côté, je pense que d'un point de vue médical, on peut que voir des bienfaits chez nos enfants qui ont des vulnérabilités au niveau de la santé mentale, que ce soit de l'anxiété, le TDAH, l'opposition ou différentes autres problématiques de santé mentale. Donc, je pense que ça va être intéressant aussi de voir à long terme les bienfaits qui certainement vont être positifs pour tout le monde et même les familles et la communauté autour de l'école. Oh, c'est tellement de la musique à mes oreilles, ça! Je suis tout à fait d'accord. Oui, bien, ça a été prouvé là, pour ceux qui ont besoin de données pour comprendre un peu les intentions, bien, ça a été prouvé, ça a été démontré, les bienfaits sur la réussite éducative, la santé globale, les interactions sociales. Donc, moi, je dirais à mes collègues, à tous les acteurs du milieu de l'éducation de ne pas attendre les conditions idéales, donc des investissements ou une température clémente pour pouvoir sortir parce que les bienfaits sont là pour l'enfant, mais aussi pour nous, les adultes. J'aime dire aux élèves qu'on construit et on apprend avec le monde, dans le monde, pour après contribuer au monde. Il est maintenant temps de découvrir un nouveau sentier hivernal avec Isabelle Vaillancourt. Bonjour tout le monde. Cette semaine, je vous amène à Montmagny, où j'ai une histoire vraiment très inspirante à vous raconter. En 2017, à la suite de sa toute première participation à la grande marche du Grand Défi Pierre-Lavoie, la ville de Montmagny a décidé de rendre permanent son parcours de 5 km prescrit par des médecins de famille. Vous le savez, nous, à Saint-Marche-Doc, on aime ça. D'ailleurs, notre porte-parole, le Dr Poirier, le dit souvent, la marche, c'est le meilleur et le plus accessible des médicaments qui soient. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un circuit qui s'appelle justement le circuit énergie. Il est accessible aux marcheurs de tous âges et de toutes conditions physiques. Et ce qui est intéressant, c'est que le parcours met en valeur les plus beaux secteurs de la ville. Vous avez le choix entre deux départs, un vers l'est et un vers l'ouest. Les deux vous ramènent au même endroit, c'est une boucle.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une multitude de points de vue variés. Ça va de la place publique du quartier Vieux-Montmagny au parc du Marais, en passant par la promenade du bassin puis le circuit des Trois-Ponts. On espère que plusieurs médecins vont prescrire à leurs patients la fréquentation de ce petit bijou de circuit qui est situé au cœur de Montmagny. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez, on lâche pas. Le printemps est à nos portes. Bye! C'est maintenant l'heure de ma propre chronique dans laquelle je vous donne des trucs pratiques pour des marches dans différentes conditions. Je l'ai mentionné rapidement la semaine passée, mais cette semaine, je vous parle de la sécurité quand on va marcher en forêt. Il y en a tellement long à dire, mais voici un survol des éléments les plus importants. En forêt, dès que l'on sort des sentiers battus, il est important de prendre des précautions supplémentaires. La majorité de ces nouvelles mesures de sécurité se font dans la préparation, donc avant même de partir marcher. Premièrement, il est toujours important d'avertir quelqu'un que nous allons marcher dans la nature sauvage et de lui indiquer les heures de départ et d'arrivée approximatives. C'est une précaution très simple mais ô combien importante. Encore mieux, en plus d'avertir quelqu'un, on peut partir avec quelqu'un. Marcher en groupe est toujours plus sécuritaire que de marcher seul. De plus, pour ce qui est de nos vêtements, il faut s'assurer d'avoir des vêtements adaptés à la température actuelle, mais aussi aux températures éventuelles. Je préfère toujours partir avec une couche de trop. Il est facile d'enlever une couche et de la mettre dans notre sac à dos s'il fait chaud, mais si on a froid et qu'on n'a pas de vêtements supplémentaires à se mettre sur le dos, on est mal pris. Si nous allons marcher pendant la saison de chasse sur un territoire sur lequel il est permis de chasser, il est extrêmement important de se mettre un manteau d'une couleur très vive qui nous rend très visibles en forêt. Finalement, voici en rafale quelques petits objets nécessaires à la sécurité en forêt. Beaucoup d'eau. Encore une fois, il est mieux d'en avoir trop que pas assez. Une petite trousse de premiers soins et un sifflet si jamais on se perd. Il existe même plusieurs sacs de randonnée avec un sifflet intégré. Vous en avez peut-être même un sans le savoir. Si ce n'est pas le cas, prochaine fois que vous achetez un nouveau sac à dos pour aller marcher, demandez au vendeur d'avoir un sac avec un sifflet intégré. Ça nous permet d'éviter les oublis regrettables. C'est déjà presque la fin de la balado-diffusion. N'oubliez pas de nous envoyer une photo, vidéo ou commentaire sur votre marche afin de participer au tirage des prix de présence. Ça fait maintenant environ 15 minutes que vous marchez, soit l'équivalent d'environ 1500 pas. Si vous marchez 15 minutes de plus, vous en serez à 3000 pas et il ne vous en restera plus que 7000 afin d'atteindre l'objectif de 10 000 pas conseillé par les médecins. N'oubliez pas d'aller faire de l'activité physique pendant le reste de la semaine, idéalement en atteignant 30 minutes d'activité physique 5 fois dans la semaine. À la semaine prochaine!